Non, ça passe pas aussi bien que la première partie. J'avais des craintes, elles ont été un peu confirmées, en plus d'autres choses que j'espérais, je m'attendais pas vraiment à voir avec le peu de temps qu'ils avaient, mais il y a de la perte de temps dans cet épisode. C'est pas juste le côté, ah, certains trucs vont trop vite, et auraient mérité plus de temps alloué, c'est clair, mais on passe, en plus de ça, du temps sur des trucs sans intérêt. Et pas un petit moment, quoi. Je pense que c'est presque la moitié de l'épisode sur du conflit que je trouve complètement sans intérêt. Ça gâche un petit peu l'effet pour moi, hein. Alors, enfin bref, oui, on va se pencher un petit peu sur tout ce qu'il y a à dire, parce qu'il y en a beaucoup de trucs à dire. Ça commence donc genre en intro avec un tout petit peu ce qui se passe du côté du monde des démons après que King a renvoyé Luz et ses amis chez elle. Où donc il essaye un petit peu d'inventer sur le coup les règles du jeu dont il a parlé au collectionneur alors qu'il a absolument aucune idée de ce qui se passe. Alors que le collectionneur, une fois de plus, il a des pouvoirs assez phénoménaux. Et genre, il y a Outi et Lilith qui essayent de l'attaquer, paf, d'un coup, il peut les transformer en marionnettes. Voilà, c'est vraiment un gros joueur qui manipule la vie comme bon lui chante et qui a beaucoup de mal à se rendre compte de la portée de ses pouvoirs et des conséquences qui en sortent parce que pour lui c'est normal. C'est ça qui le rend particulièrement dangereux et j'aime beaucoup ça. Et le truc, c'est qu'on va passer très peu de temps sur cette instabilité réelle qui, pour moi, est le truc qui pouvait promettre énormément dans cette fin pour en faire quelque chose d'un peu différent. Et ça, j'avoue, j'ai pas des masses aimé, mais on va en parler dans pas longtemps. N'empêche, ouais, on met un petit peu en place qu'il a des super pouvoirs, que on a beau essayer de lutter contre lui directement, ça va pas le faire, hein, faut trouver d'autres moyens. Et on fait l'ellipse donc au moment où Luz et compagnie sont retournés dans le monde des démons et on va se pencher un petit peu sur ces différents personnages à travers un petit peu l'aventure qu'ils auront. Et l'aventure qu'ils auront, elle ne sera pas fameuse pour moi. Va y avoir en gros deux intrigues qui chevaucheront. L'intrigue principale qui sera suivie dans la dernière partie et l'intrigue qui est vraiment propre à cet épisode qui est vraiment pas fameuse. Donc on va d'abord résumer cette partie-là. Je vais me pencher plus en détail après coup sur les petits arcs personnels des personnages entre eux parce qu'il y a des trucs qui sont bien à dire là-dedans, mais on va parler déjà des scénarios et après on va se pencher sur les personnages en détail. La première intrigue, c'est notre groupe qui redécouvre un petit peu ce monde-là, avec la mère de Luz qui réagit de façon c'est très prévisible pour des gags pas fameux. Les gags, je vais en parler dans pas longtemps, quoi. Ça appuie aussi le fait que je trouve toujours que dans sa conception même, dans son design même, l'univers créé dans cette série casse pas la baraque pour moi. Je m'y pencherai, je pense, lors du bilan. Mais ouais, on redécouvre un petit peu alors que c'est un espèce de bordel, hein. Il tombe un peu une scène que j'ai trouvée très forte sur l'habitude, le quotidien de King et du collectionneur et qui s'amuse à mettre en scène différentes situations, différentes histoires où le collectionneur devient le héros un petit peu à la place de Luz dans la tête de King, quoi, avec des tonnes de personnes qui ont transformé en marionnettes et qui doivent jouer certains rôles. Et dès lors que quelqu'un l'énerve un petit peu, il est vite transformé en marionnette. Il est assez instable à ce point, le collectionneur. Alors que King essaye vraiment d'entrer dans son jeu en essayant de le calmer un petit peu, mais c'est pas facile. Donc ressent cette instabilité-là, c'est plutôt fort, tandis que notre groupe observe ça d'un petit peu loin. Surtout Willow, qui va avoir, je pense, l'arc personnel le plus intéressant pour moi, parce qu'il y a son père qui fait partie des marionnettes en question, donc c'est pas facile à voir, c'est évident ça. Donc ça permet à nos personnages d'avoir un aperçu de la nouvelle situation plutôt bien amenée. Néanmoins, j'aimerais faire une petite parenthèse là-dessus pour revenir sur un point positif que je vais rétracter. J'avais dit, ah enfin, on va jouer sur le titre The Old House. Non. Non, c'est juste, c'est comme ça qu'il appelle ce jeu King, parce que c'est là où il a vécu, mais il aurait pu appeler ce jeu n'importe quoi d'autre, que ça aurait été la même. On ne joue pas sur le concept de manoir de la chouette ou quoi que ce soit, ni particulièrement sur la chouette en elle-même.
Donc ouais, non, je retire cette petite critique positive que j'avais faite. On va enfin jouer sur ce titre. Non, hein, ce titre signifie pas plus que ça. Il n'a pas particulièrement plus de poids que l'Usaosville. Voilà, c'est bien à le dire ça. Donc ça c'est dit. On va passer sur nos personnages qui retourneront rapidement dans la maison et qui tomberont un petit peu dans cette mélancolie des souvenirs. Enfin, la nostalgie revient et on risque de perdre totalement ce qu'on avait avant. Tandis que, quelques temps après, ils tomberont sur une petite escouade qui les aura repérés, qui s'avère être dirigée par Matolomus, qui n'a pas été transformé en pantin. Il y a pas mal de gens d'Exide qui ont été transformés, mais pas tous. Disons que lorsqu'il a été relâché, le collectionneur, il a envoyé ces espèces d'étoiles œil pour un petit peu transformer tout le monde comme ils le voyaient, et apparemment ils n'ont pas fait trop gaffe à vous attaquer, ils ont fait ça un peu aveuglément. Donc lorsqu'il y a Bump et quelques élèves qui ont essayé de se défendre, et ben ils ont été transformés, mais les autres ils n'ont pas cherché plus loin. Excite, ben ça continue de marcher un petit peu. Bon, c'est pas la super joie, hein. Bump est plus trop là, c'est un petit peu anarchique entre guillemets, on va en parler de ça, c'est un peu de la merde cette partie-là. Nos personnages donc se redirigent là pour redécouvrir ce coin et régler leur intrigue qui casse pas la baraque en soi, où il y a Bocha qui dirige le coin maintenant avec deux nouveaux bras droits qu'on n'a jamais vus avant. Et c'est le bordel. C'est l'excuse pour refaire du gag débilitant autour de tonnes de conneries aléatoires qu'on peut trouver, genre les maternelles font n'importe quoi, c'est le bordel, c'est pas drôle, c'est naze, et tout ça pour amener à un moment donné une révélation, comme je l'ai dit, je saute pour l'instant les développements de personnages, une révélation comme quoi en fait elle bosse avec Kikimura, donc c'est deux sbires, c'est deux bras droits, c'est en fait Kikimura qui veut un petit peu diriger le coin à sa sauce. Voilà, je veux mettre en place un nouvel ordre sous mon règne à moi, dans ce que je peux contrôler, et merde quoi. Ce genre de truc, ça aurait peut-être pu passer si vous aviez le temps. Si vous aviez le temps, je dirais ok, vous pouvez faire une sous-intrigue sur Kikimura qui est apparemment une connasse finie et qui n'a absolument rien de rédemption possible. Je me disais peut-être qu'avec cette espèce de truc qui menace tout le monde, elle pourrait peut-être avoir peut-être des envies d'aider, mais non, on s'en fout, c'est une connasse finie, ok, très bien. Limite, moi j'aurais pris ça si c'était sur un truc plus long, mais là non, quoi. Vous passez une grosse moitié de votre épisode là-dessus, je vous emmerde tellement. C'est quoi ce truc? Je perds mon temps autour d'un personnage qui n'a pas évolué d'un iota au bout du compte, qui est pas plus intéressant que ça, maintenant qu'on se penche plus en détail dessus, à part dans son design une fois de plus, j'en ai rien à foutre. On ne devrait pas se centrer sur Kikimura quand on n'a que 2 épisodes de 45 minutes pour raconter toute notre histoire autour d'un truc aussi important que le collectionneur. C'est stupide. Et donc, ouais, va y avoir cette petite révélation. Ils seront capturés, ils vont être un petit peu séparés de façon un peu forcée, je trouve. Mais bon, et on va se battre un petit peu contre elle. Il va y avoir un petit dialogue entre Bocha et Amity, parce que voilà, Bocha, elle voudrait revenir un petit peu ce qu'elle avait eu avant, mais elle veut pas que ce soit trop compliqué à gérer, donc elle se dit on peut gérer ce coin-là et vivre tranquille de notre côté. Je sais pas comment vous arrivez à trouver votre nourriture, mais tant mieux pour vous. Et Amity finit par lui dire ok non ça n'a pas marché, je vais essayer de faire en sorte d'arranger les choses et ça t'arrangera aussi puisque tu retrouveras tes amis, ton équipe de basket magique, tout ça, tant mieux, mais voilà, pas comme ça, pas aussi simplement, et elle le comprend très vite. Il n'y a pas des masses de choses qui sont développées autour d'elle pour qu'elle participe avec Matt dans la petite résistance contre Kikimura à la fin, ce qui permettra à notre groupe de faire un sort de téléportation, et parce que c'est un peu le seul truc qui leur a servi, vraiment le seul micro truc qui leur a servi dans Exide, c'est d'avoir un outil qui permet de revenir dans les souvenirs d'Hunter. Je crois que c'est lui, peut-être que enfin, il me semble que c'est lui, afin d'avoir un aperçu du sort qui a permis la téléportation dans le crâne du titan, à proximité de l'endroit ou des archives, là où il y a bien entendu le collectionneur et compagnie. Voilà.
Alors, il y a pas mal de choses à dire sur les développements des personnages dans cette partie-là. Autant parler tout de suite, histoire de double clé par rapport à ça. J'aime beaucoup une partie de cela et d'autres m'ont paru un peu superflus. Mais globalement, j'ai bien aimé les développements de personnages. L'intrigue, j'ai trouvé sans intérêt et ça a été compensé par les développements de personnages qui étaient pas mal. Alors bon, Amity, elle était là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire, elle était là. Elle est sympathique, elle est toujours un peu égale à elle-même. Elle n'a pas des masses de choses à apporter à part qu'elle est attachée à ses personnages. Et bon, c'est tout à fait compréhensible qu'il n'y ait pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a quelque chose entre Luz et sa mère que j'ai apprécié parce que sa mère, Camilla, sent qu'elle n'est pas heureuse une fois de plus et elle veut faire en sorte que ce ne soit pas que comme ça que ça se règle. Et j'apprécie sincèrement que on veuille filer un petit peu ça. Donc voilà, elle demande un petit peu conseil à tout le monde, dont Willow, hein, qui semble être celle qui porte un petit peu la chose. Mais on va parler un petit peu de Willow parce que c'est mon arc préféré dans cet épisode. Il y a ce côté, il faut qu'elle apprennent à s'ouvrir à elle en lui faisant comprendre qu'il n'y a pas qu'elle qui se plante, il n'y a pas qu'elle qui a besoin de se faire pardonner, d'être écoutée. Il y a vraiment ce côté, il faut savoir comprendre que certaines personnes ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans les épreuves qu'elles traversent. C'est vraiment le thème des arcs de personnages, j'ai envie de dire, dans cette partie-là. Et donc, à la fin, lorsqu'elle est, une fois de plus, attaquée par Kikimura, l'action passe, sans être la plus extraordinaire, mais l'action passe, voilà, elle est pas mal. En étant attaquée par Kikimura, sa mère finit par lui dire, tu sais, moi aussi, il y a des tonnes de trucs que je regrette. Elle dit des trucs simples, et ça devient de plus en plus grave, notamment le fait qu'une de ses décisions a amené, sans le vouloir évidemment, à la mort de son père. Quand même pas rien, quoi. Et ouais, elle finit par comprendre, puisqu'il y a tout ce petit truc filé dont j'ai pas parlé parce que ça me paraissait pas très important à évoquer jusqu'à présent, sur le fait qu'elle s'est fait un embryon d'Amilette avec une sorte d'œuf qui attend à éclore parce que voilà, elle sait pas exactement quel animal elle veut, elle est très indécise là-dessus, c'est symbolique on va dire. Et ouais, en ayant cette conversation avec sa mère, elle finit par comprendre que déjà on lui dit que l'amulette éclot que lorsque elle comprend, lorsqu'on est totalement honnête dans ce qu'on veut. Et donc, ce qu'on veut, c'est pas forcément des trucs évidents qui sortent. Et en gros, ce qu'elle voulait, c'est qu'on la comprenne. Donc elle le lâche vraiment, elle a enfin son amulette qui se débloque. Et c'est pas mal, c'est un peu joli ce suivi de relation entre ces deux-là. Son amulette, je vous cache pas, je trouve que c'est un peu du m'as-tu vu, regardez, il est trop spécial. C'est un serpent change-forme. Ça pourrait être n'importe quel animal change-forme, puisqu'il est change-forme, donc on s'en fout. Donc ouais, c'est un change-forme quoi. Ok, donc ça peut être tout ce qu'elle veut, se transformer en tout ce qu'elle veut. Elle est tellement spéciale par rapport à ça. Après, j'en sais rien. Peut-être que ça lui donnera des pouvoirs spécifiques, et comme l'amulette de Hunter qui lui donnait des capacités un peu particulières. C'est un truc très bizarre que j'ai pas ressenti avec la plupart des amulettes, quoi. Il y a celle de Hunter qui lui a donné cette capacité de flash. Je vais en reparler dans pas longtemps de ça. Mais au-delà de ça, j'ai jamais eu l'impression que les amulettes avaient leur capacité ultra propre, quoi. C'était souvent un set de capacités déjà fixé, sauf pour Hunter. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi particulièrement quelques amulettes spécifiques je sais pas, détails comme ça, trois fois rien. Enfin bon voilà, elle a son amulette, elle est contente. Je vais pas trop m'attacher à ce truc-là, vu qu'il apparaît à la toute fin de l'avant-dernier épisode. Je pense pas qu'il y aura grand-chose de très profond à faire dans ce lien entre ces deux-là, mais c'est cool de l'appuyer un petit peu, hein, c'est cool, c'est cool. Ensuite, donc, on a le trio Willow, Gus et Hunter, en particulier Willow, dont on appuie que c'est un petit peu celle qui aide à tenir le groupe. C'est toujours celle la plus sage, la plus avisée, qui sait avoir des conseils, qui sait avoir la tête sur les épaules. Rassure-toi, je suis avec toi, tu vas t'en sortir. On appuie ça avec Gus, là qui se sent mal, je suis là pour t'épauler. Et elle n'ose pas admettre qu'elle aussi, elle a besoin de se lâcher un petit peu, de reconnaître qu'elle a peur et qu'elle a besoin de quelqu'un. Donc une fois de plus, c'est un peu la thématique, j'ai envie de dire, de cette partie-là. Et j'ai beaucoup aimé cette partie-là quand, au fur et à mesure des choses qui surviennent, même si c'est des trucs sans intérêt, je veux dire, je m'en bats les couilles de Kikimura à ce moment-là. Hein.
Kikimora et Boscha, je m'en bats les couilles de ces deux-là, hein, totalement. En dépit de ça, elle se voit à un moment donné prise dans ses pouvoirs, elle n'arrive plus à les contrôler. Parce qu'elle se dit, ah, c'est bon, je gère, mais ouais, Hunter et Gus se rendent compte qu'elle gère pas si bien que ça. Hunter en particulier, puisque lui, depuis la fin de l'épisode précédent, j'ai oublié d'en parler, je m'excuse dans la vidéo précédente, mais il a perdu son amulette. J'arriverai jamais à retenir son nom à celle-là, qui est morte, qui a donné son sang pour qu'il ne meure pas des coups de bélos. Et donc, en mélangeant son sang avec lui, donc elle est morte, la Millette, et donc il est un petit peu maussade à cause de ça, ça peut se ressentir. Et ouais, il fait pas super bien passer les intentions des autres envers lui. C'est très touchant ce qu'ils font, mais lui, étant donné qu'il est un petit peu maussade par rapport à ça, Willow sent que ça se passe pas très bien, qu'elle a fait un truc de mal. Et étant donné qu'elle est dans ce côté très... Je me sens mal avec la situation, ce qui est complètement compréhensible. Je trouve que vous avez très bien rendu l'état d'esprit de ces deux-là. Et ouais, lorsque à un moment donné, elle voit que Willow perd le contrôle de ses pouvoirs parce qu'elle est vraiment un petit peu brisée par ce qui se passe, et il a cette espèce d'éveil qui lui fait fusionner un petit peu son sang avec celui de son amulette, et donc avoir ses pouvoirs de super flash. Parce que ta gueule, c'est magique. Voilà, il est super spécial Hunter à ce niveau-là. Il a une amulette spéciale qui peut se sacrifier pour lui en mourant et lui sauvant la vie. Et en plus de ça, ça lui donne une partie de ses pouvoirs ou son pouvoir. Ok, c'est un peu de la magie facile, mais ok, c'est un peu efficace dans le symbolisme. Et puis voilà, il avoue que elle n'a rien fait de mal, elle fait tout pour aider les autres, et elle mérite elle aussi qu'on l'aide. Gus aussi participe à ça, et on appuie aussi à la toute fin qu'il y a possiblement un début de couple qui se forme entre eux. Bon, on a déjà appuyé un petit peu qu'il y avait un rapprochement entre ces deux-là, c'était pas forcément évident que ça pouvait être de l'intérêt romantique, mais là ça se sent un petit peu qu'il y a de l'intérêt romantique entre ces deux-là. C'est très mignon cette partie-là, c'est très mignon. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé cet arc personnel de ces deux-là. Cet arc personnel qui aurait pu s'inscrire dans une intrigue beaucoup plus intéressante que celle que vous nous avez donnée. Mais bon, l'arc personnel reste présent et puissant, donc c'est quand même positif cette partie-là, hein, sans problème. Bon, cette partie-là, c'est fait. La seconde partie, celle qui amorce ce qu'on aura à la fin, centrée sur le collectionneur et King, va y avoir donc King qui essaye une fois de plus de calmer le jeu avec le collectionneur en essayant de jouer son jeu et en lui disant si tu fais certains trucs, ça sera pas super pour les gens, tu sais, tu peux le comprendre peut-être, mais le gars bien entendu a toujours du mal à le comprendre. Le collectionneur il se dit ouais, et si on jouait à trap-trap et ceux qui seront attrapés on va les mettre sur la lune et ils risquent d'avoir du mal à respirer, ils ont qu'à retenir leur respiration, hein. Vous voyez ce niveau quoi, c'est très difficile à contenir, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à comprendre qu'on lui explique des trucs, le principe du bien et du mal. Et donc, c'est très délicat à gérer, parce qu'il donne pas l'impression d'être foncièrement mauvais, mais juste ultra chaotique. Et c'est super intéressant. Et vous faites le minimum. Mais vraiment le minimum. Vous montrez quelques petites scènes où on sent la puissance de la chose, et après, si vous partez sur beaucoup d'autres trucs à côté et vous donnez pas beaucoup de temps à ça, surtout avec ce qui sera pris après coup, mais je vais pas en parler tout de suite. Tout d'abord, j'aimerais parler rapidement d'Odalia, qui est là. Genre, elle bosse pour lui, elle a réussi à, je ne sais comment, plaider sa cause pour être son espèce de bon à tout faire et ne pas être transformée. Je sais pas comment elle a réussi, j'aurais pas été contre voir ça. Et pour ce que ça apporte, j'ai envie de dire, mais vraiment ça apporte que dalle quoi. Mais bon, elle est là. Je sais pas, moi, quand j'ai entendu les gens dire ouah, c'est une sacrée gare, c'est un personnage tellement horrible, tu vas voir. Il y a l'épisode où c'est genre une collabo affreuse, super rushée, pas du tout satisfaisant, et tout d'un coup, c'est une micro-collabo qui peut pas faire grand-chose, et si je suis censé avoir une impression super forte du personnage, parce que je trouve pas que ça vole super haut, hein. Je suis désolé, hein. Odalia, ça casse pas la baraque pour moi, hein. Je dis ça comme ça, hein. Bref, elle est là, super pour elle. Et il y a King qui a un tout petit peu convaincu
le collectionneur de faire en sorte que Lilith et Eda soient retransformées. Je ne sais pas comment il a fait pour Lilith exactement. Je veux dire, pour Eda, il a trouvé l'excuse, parce que le collectionneur fait gaffe à rien, c'est un gamin, donc c'est compréhensible, qu'elle est encore en mode bête, pleine de rage, tout ça, tout ça. Sauf que non, hein, depuis quelque temps, grâce à Lilith qui a été retransformée, et ils ont trouvé un palliatif, une nouvelle boisson pour contenir sa bête intérieure. Donc c'est cool à un certain degré cette partie-là, mais ouais, comment ça se fait qu'il ait réussi à la convaincre que Lilith méritait ça, le collectionneur? Je ne sais pas. Hein, sans doute que certains arguments ont pu passer, malgré le fait que c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre beaucoup de choses. Et donc, ouais, alors qu'ils sont un peu surveillés par les marionnettes automatisées d'une partie des touchés, je crois que c'est... J'ai plus fait gaffe, mais il y a Rain, donc ça doit être tous les maîtres d'arcane, j'ai pas trop fait gaffe. Bref, elles sont un peu surveillées, donc elles ont un coin restreint, mais elles sont pas non plus regardées vraiment en détail par le collectionneur, en tout cas pas lorsqu'il dort. Parce qu'il y a vraiment ce côté très, très enfant, très naïf du personnage qu'on appuie lorsque King lui lit une histoire pour s'endormir. Donc ils font un petit peu des recherches ensemble, en regrettant un petit peu ce qu'ils n'ont plus, en s'accrochant par rapport à ce qu'ils peuvent encore faire. Il y a Outi qui semble avoir encore un peu de conscience dans son corps transformé, comme quoi il a encore un peu plus de puissance que d'autres, semble-t-il. Je sais pas si ça jouera un rôle, parce qu'une fois de plus, c'est censé être le personnage titre à un certain degré. La maison chouette, c'est un peu lui qui la représente, donc j'espère que il jouera un rôle notable quelque part dans la fin. Sinon, se trouve que ce serait un peu du foutage de gueule d'avoir autant insisté sur la maison chouette si le personnage qui est censé incarner la maison chouette ne sert à rien. J'espère. On verra dans l'épisode suivant. Bref, alors qu'ils discutent de ça, il y a Béos qui va me casser les couilles, mais bien. Parce que il fout en l'air tout l'intérêt chaotique autour du personnage du collectionneur en faisant juste un pantin à son tour. Voilà, je vais en parler en détail, mais c'est la partie qui m'a le plus gonflé. Je trouve même que c'est légèrement plus irritant que la partie sur Bocha et sur Kikimora, et qui sert à rien pour moi, parce que ça fout en l'air un truc qui promettait beaucoup plus que ce que vous me donnez en fait. Donc ouais, il y a Bélos qui est donc revenu également dans ce monde-là, qui a du mal à totalement subsister parce qu'il a besoin d'un corps pour survivre. Il a quelques spectres qui lui reviennent histoire de dire que il est mentalement perturbé par toutes ces casseroles. C'est pas mal, visuellement c'est plutôt bien rendu. Mais bon, il a besoin d'un corps pour pouvoir se mouvoir un petit peu. Et dans un de ses repères, peut-être que j'ai pas fait gaffe, je suis censé connaître ça, il y a un cadavre qui gît sous terre. Il les cultive, je sais pas trop, et il essaye de prendre possession de ça, mais ça marche pas. Donc il se dit, peut-être que si je me rends dans ces archives où il y a le collectionneur et tout, je trouverai quelque chose, et il arrive à prendre possession d'un corps à travers une marionnette. Rain, histoire de... de bien faire chier Eda jusqu'au bout à ce niveau-là. Donc, ouais, il prend possession du corps marionnettisé de Rain pour essayer de s'en prendre au collectionneur. Et le collectionneur le grille un petit peu lorsqu'il s'approche de lui, mais pas au point de comprendre qu'il voulait l'attaquer. Donc, il l'amadoue en lui racontant un mensonge ultra gros. Je trouve que c'est même plus gros que King, mais bon... Bref, en lui disant hey, grâce au pouvoir de ta volonté, tu m'as fait prendre vie pour que je sois ton ami plus proche. Il gobe à moitié ça, mais il finit par lui balancer que je suis là pour t'avertir, parce que quelqu'un proche de toi veut te trahir. Et il y a un moment que j'ai trouvé, je déteste ces moments-là, je déteste cette partie-là, où il y a le collectionneur qui va espionner un petit peu le dialogue entre King, Eda et Lilith, alors qu'ils discutent de comment on pourrait un petit peu calmer le jeu avec le collectionneur. Et en faisant quelques recherches, ils se rendent compte, ils ont appris que les titans ont un contre-pouvoir qui peut permettre de l'enfermer. Ça, on le savait un petit peu, j'imagine que c'était pas super clair pour eux, mais voilà quoi, c'est bien de faire un peu de rappel par rapport à ça. Et
il arrive pile poil au moment où King dit « Non, je ne veux pas faire ça. Il faut se débarrasser du problème pour de bon. » Et il se dit « Ah zut, donc il me veut du mal. » Et il arrête d'écouter juste à ce moment-là, parce que juste après, il y a King qui dit « Je veux faire en sorte de le convaincre que ce qu'il fait est mal et que il arrange les choses par lui-même. » Ah là là, c'est dingue qu'il ait loupé ça, hein. Waouh, ça aide pas. Donc, à cause de ce timing bien grossier, bien pratique, eh ben, il finit par totalement croire Belos, qu'il croit être donc une de ces marionnettes qui bosse pour lui, en se disant, ouais, personne n'est avec moi, je vais changer le jeu. Et ça se termine un petit peu sur Belos qui lui dit ah t'as vu j'avais raison quand je t'ai dit que lui était de retour, bah ouais, bravo tu le savais. Et il se fait manipuler par Belos en fait. Il va un petit peu dans le sens que Belos veut et c'est super chiant. C'est super chiant. J'en avais marre que ce soit ce gars-là qui gère tout alors que quand on se penche sur lui c'est juste un chasseur de sorcières. Je ne trouve pas ces motivations méritantes de représenter le seul grand méchant du début à la fin de cette série. Vraiment pas, hein, je le dis clairement. Et tout d'un coup, lorsque vous mettez en place ce méchant qui le top, qui est clairement au-dessus de lui dans les capacités, dans le danger qu'il représente, vous nous dites, tiens, en fait, il va revenir et le contrôler un petit peu délicatement, mais le contrôler quand même. Ok. Super, ben Belos est de nouveau aux commandes. You, super, je suis content là. Vous foutez en l'air le concept de ce gamin instable qui est difficile à gérer par lui-même. En plus d'être difficile à gérer par lui-même, eh ben il y a le connard qui vient le manipuler en plus. Et je trouve que c'est de trop. Vous rajoutez de la complexité là où déjà vous n'avez pas le temps d'en rajouter tant que ça. Et surtout, là où ça aurait gagné à être plus simple. Comment on gère quelque chose d'aussi instable que ce gamin? Il n'y a pas besoin d'un connard en plus pour essayer de le manipuler. Pas besoin du grand méchant de départ que le gamin a déjà connu. Donc, merde quoi, c'était déjà un petit peu vu ce truc-là. Pour rajouter une couche par-dessus, je trouve que c'est grossier et c'est pas le bienvenu. Hein. Clairement pas pour moi. Hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais punaise quoi, j'ai pas du tout aimé cet ajout. Hein. C'est pour ça que je craignais que Belos empiète sur la force du concept du collectionneur. Et ouais, on est en plein dedans là. Je redis clairement ce que je pensais. Il fallait clairement pas le remettre sur le devant de la scène, Belos. Il fallait en finir avec lui l'épisode précédent. Et ouais, ça gâche pas mal cette partie-là. Je veux dire, même le gamin, le collectionneur, qui finit par se rendre compte que King n'est pas forcément totalement avec lui, essaye un petit peu de lui cacher des trucs, et qui finit par se dire, cette espèce de jeu qu'on met en place, j'ai fini par m'en lasser, on joue à autre chose. Moi, ça pourrait passer très bien sans Belos qui le manipule, vous voyez. Mais non, il faut que Belos le manipule. Il faut que vous rabaissiez ce méchant pour remettre en avant votre premier méchant. Voilà. Après, une fois de plus, c'est pas un méchant. Comme je dis, il est ultra chaotique, c'est ça le truc. Donc, ouais. Je suis pas fan de certains trucs. Hein. Comme je l'ai dit, ce qui sauve beaucoup ça, c'est les arcs personnels de beaucoup des personnages qui sont très bien rendus. Mais au-delà de ça, pas mal de décisions, des choses que vous mettez en place qui m'ont pas convaincu des masses. Hein. Donc ouais, c'était pas mal sans plus. Ça aurait pu être largement plus. Et c'est pas juste une question de temps. C'est ça qui est particulièrement frustrant. C'est-à-dire que, ouais, il y a certains points, j'aurais vraiment apprécié qu'ils soient plus développés, ne serait-ce que la relation entre King et le collectionneur, qui a vraiment son minimum, et appuyer davantage cette situation. C'est clair et net, j'aurais largement été pour qu'on en fasse plus là-dessus, mais il y a surtout ouais, les décisions qui sont prises et la perte de temps qu'on crée autour d'éléments qui n'avaient pas besoin d'être faits. Mais que voulez-vous, on fait avec ce qu'on nous donne. Il ne reste plus qu'un épisode qui dure plus de 50 minutes, qui sera assez long et qu'on traitera en live comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20 h pour qu'on en discute. À très bientôt, bye.